Dans la péninsule arabique, nous devons amplifier notre stratégie d'investissement croisé. L'Arabie saoudite a été l'occasion de le faire le mois dernier, mais nous avons là aussi des partenaires de confiance dans la durée avec lesquels nous avons plusieurs opportunités. Et c'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en un moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser.
Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Et donc il faut retrouver de l'audace, repenser nos financements. Et là-dessus, nous devons, en interministériel, repenser nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Et la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux olympiques et paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit ce faisant une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Et donc, je vous fais confiance pour que ce logiciel qu'on a commencé à changer à Ouagadougou soit chaque fois réexpliqué, porté, assumé comme un logiciel de conquête, comme toutes les transitions. C'est difficile, parce qu'il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose, parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser justement ce nouveau partenariat. Et en parlant du continent africain, c'est en particulier ce qu'on veut faire avec le Maghreb. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, la saison Maghreb, le fonds Maghreb, l'Académie des talents, et nous ne devons pas nous résoudre, malgré les tensions qui peuvent exister avec certains, à la nécessité d'avoir un tel agenda. Enfin, cet agenda de prospérité, nous devons le penser également dans ces stratégies de partenariat avec nos Outre-mer. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas réussi collectivement, et c'est une question d'organisation, à réussir à remettre véritablement la France archipélagique au cœur de notre stratégie internationale. La France est un archipel. On le regarde trop rarement comme ça en disant que ce n'est qu'un hexagone. Nos territoires ultramarins nous permettent d'être au cœur de tous les continents. Et
comme nous sommes en même temps un grand pays jacobin, et que tous nos territoires ultramarins ont ce jacobinisme en eux, chacun avec leur histoire, ils regardent toujours Paris. Ce n'est pas le meilleur moyen, toujours, pour avoir une stratégie de croissance et optimiser nos potentiels. Il faut avoir une stratégie régionale pour tous nos territoires ultramarins. J'ai lancé ça il y a 7 ans, on l'avait mis au cœur de la stratégie au ministère des Outre-mer, et je fais confiance sous l'autorité du Premier ministre pour que le ministre d'État et le ministre de l'Europe puissent bâtir vraiment, en lien là aussi avec les préfets et les ambassadeurs, des vraies stratégies. Alors, on s'est réancré ces dernières années dans les formats régionaux. Je me félicite que la Martinique ait rejoint la CARICOM. On s'est battu pour être membre dans l'océan Indien, de la Commission de l'océan Indien. La Réunion a pu rejoindre. On va maintenant se battre pour que Mayotte puisse rejoindre. On s'est battu aussi avec la Communauté du Pacifique Sud, le FIP. Et donc, ces dernières années, dans toutes les enceintes régionales, nous avons fait un gros travail diplomatique pour nous réinsérer dans ces enceintes où on était parfois totalement absents. Maintenant, c'est là. Il faut maintenant les faire vivre, mais avoir des stratégies de recherche, de croissance, de potentiel dans tous les domaines d'activité avec les pays de la sous-région. Avoir une stratégie sur le sport avec la Jamaïque contre nos Antilles, ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir une stratégie de développement avec tous les pays de l'océan Indien en matière touristique, de développement. Aider Mayotte à répondre aux défis de la reconstruction avec évidemment la Réunion, mais toute la sous-région, c'est ce qu'il nous faut faire. Réussir à avoir une stratégie en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, là aussi, avec toute la sous-région, c'est évidemment ce qu'on est en train de bâtir et qu'il faut accélérer. Avoir une stratégie amazonienne pour la Guyane, c'est exactement ce que nous voulons avec le Brésil. C'est un potentiel de retour pour nos compatriotes dans ces territoires qui est transformant. Et je remercie le gouvernement ô combien mobilisé pour Mayotte, à la fois l'urgence et sa reconstruction. Là aussi, la coopération avec la sous-région sera déterminante, y compris en termes migratoires, et il nous faudra avoir une coopération exigeante et respectueuse avec les grands voisins, dont les Comores. J'entends les propos faciles qui sont parfois tenus. On a toujours des succès d'estrade quand sur place on va insulter les Comores. La réalité fait que d'abord, les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne veut bien le faire croire, mais ensuite qu'il faut surtout engager là aussi un dialogue exigeant, mais respectueux. C'est ce que nous ferons avec toute la sous-région. Enfin, et je terminerai là-dessus, je vous rassure, et ce sera plus court, après la protection et la prospérité, sur la capacité que nous aurons à construire nos solutions communes. Dans tous ces désordres, on a quand même quelques défis sur lesquels il nous faut continuer à bâtir une capacité à agir ensemble, et où la France a un rôle singulier à jouer, en particulier pour les mois qui viennent. Le changement climatique, la santé et l'alimentation, les inégalités de rôle de la finance et la défense de nos démocraties. Le climat d'abord, je le disais, les accords de Paris ont 10 ans. Ils ont déjà été menacés en 2017, lorsque le président Trump a annoncé sa sortie. Je pense que la situation est plus grave encore aujourd'hui, si je devais être honnête avec vous. Parce qu'à la fois, le président Trump menace une sortie de ces accords, mais il reprend de manière décomplexée une production massive d'énergie fossile et va lancer une production décomplexée dans beaucoup de pays. Et que ces dernières années, c'est noué un malentendu avec le Sud, et en particulier beaucoup de pays africains, sur les énergies fossiles. Et en quelque sorte, des leçons que les Européens, les Occidentaux donneraient à ces derniers pour leur interdire qui de faire ici de gaz ou du pétrole. Et donc, il y a un risque très important d'une régression de notre agenda dans les mois qui viennent. Alors, face à cela, je pense qu'il nous faut réengager, c'est en tout cas le rôle de la France, d'abord pour aider absolument le Brésil à réussir la COP30 à Belém. Ce sera sans doute l'une des COP les plus décisives des dernières années. Avec un objectif, évidemment, neutralité carbone. Et à mes yeux, l'agenda sur lequel on doit mettre le cœur de nos efforts et de nos investissements, c'est la sortie du charbon le plus vite possible de tous les grands émergents. Et là-dessus, nous devons le faire sans donner de leçons, avec beaucoup de respect, mais la stratégie que nous avons avec tous les grands émergents, en particulier avec les accords que nous avons bâtis ces dernières années, les fameux JETP, est stratégique, c'est celle qui a le plus d'impact sur le climat. Si on veut vraiment transformer les choses, c'est d'accélérer le pic charbon de la Chine, mais d'aider le plus vite possible l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres à sortir justement du charbon, aider l'Afrique du Sud dans sa transition et son accélération, etc. Et donc, c'est là-dessus que nous allons concentrer nos efforts, à la fois diplomatiques et d'investissement. Il nous faudra aussi continuer d'animer le One Planet Summit et des initiatives concrètes d'alliance. Et je crois à la force de ces alliances avec toutes les parties prenantes,
au-delà de la COP30 à Belém. Ce sera le deuxième axe d'action. Et donc nous continuerons d'avoir nos alliances concrètes avec les financiers, avec les industriels, avec les territoires, et donc d'avoir une guerre de mouvement pour continuer à scander des résultats concrets sur cet agenda. Troisième élément, nous continuerons aussi l'agenda biodiversité. La France l'a porté ces dernières années. Nous avons ces derniers mois su bâtir des crédits biodiversité qui vont mettre du temps à prospérer. Mais la seule chose qui est résolument efficace et transformante, c'est d'avoir une approche carbone et biodiversité. Et donc cet agenda complet, c'est celui que la France portera là aussi dans les enceintes. Et puis enfin, nous aurons cette année en juin à Nice à accueillir la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et ce sera un rendez-vous extrêmement important, là aussi, pour le climat, la biodiversité et la question des océans. Parce que nos océans sont un puits de carbone déterminant, une réserve de biodiversité fondamentale, un continent de recherche quasiment à inventer, un lieu là aussi d'opportunités absolument inédit, un espace de conflictualité très fort. Et donc cette conférence des Nations Unies sera un élément déterminant. Je demande vraiment la mobilisation de tout le réseau diplomatique pour cette conférence de Nice. Et nous avons quelques objectifs, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains mois, mais je veux simplement que vous en ayez en tête quelques-uns très clairs. On va mettre en place une organisation de recherche qui sera vraiment le GIEC des océans, et ça on en a besoin si on veut objectiver la chose. Je veux qu'on puisse ratifier le traité sur la haute mer, dit BBNJ. Ça a été un des succès français des derniers mois. Cet accord était bloqué depuis des décennies, et je félicite tous ceux qui ont contribué à ce qu'on le débloque. Mais pour qu'il rentre en vigueur, il faut que 60 pays le ratifient. Et donc, mettons-nous vraiment en mouvement pour avoir ces 60 ratifications à Nice. C'est un élément vraiment transformant de la régulation de la haute mer. Et puis, nous devons essayer de reprendre l'effort qui a échoué à Busan ces dernières semaines sur le plastique. Et donc, essayons d'avoir un traité international sur le plastique, ou au moins sur la Méditerranée ou Méditerranée élargie. C'est un enjeu à la hauteur vraiment de nos ambitions. Je ne suis pas exhaustif sur l'agenda, mais c'était là nos principaux objectifs. Ça, c'est pour le climat. Sur santé et alimentation, on sait combien c'est un objectif d'intérêt général. On a avancé, réinvesti sur les grands fonds multilatéraux, sur l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons, il y a quelques semaines ensemble, démontré notre force à Lyon par l'inauguration de l'Académie de l'OMS, qui est vraiment l'ancrage en matière de formation, de recherche en France de l'organisation. Mais là aussi, nous avons quelques défis en matière de santé et d'alimentation. Et la voix de la France sera importante pour continuer d'abord à défendre les crédits, mais à défendre une voie qui est celui d'une recherche libre et ouverte en matière de santé. Il y a un risque aujourd'hui très important dans l'agenda international, c'est celui d'une sortie des États-Unis d'Amérique de l'OMS et en quelque sorte d'une privatisation du débat. Et on le voit d'ailleurs chez certains acteurs qui commencent à revenir en arrière sur des règles, à brouiller les cartes. Or, on a besoin, face au risque de pandémie, d'avoir une OMS plus forte. Et au lieu de la fragiliser, de tirer les leçons de la pandémie que nous avons vécue, et d'avoir des mécanismes de détection des crises plus rapides, d'assurer et de consolider son indépendance face aux pressions diplomatiques qu'elle peut subir, et de poursuivre son agenda. L'alimentation est jumelle, on le sait, de la santé. C'est pourquoi en mars prochain, nous aurons le sommet Nutrition for Growth, qui permettra d'obtenir des résultats concrets pour lutter contre la malnutrition infantile et poursuivre cet agenda. Et là aussi, je n'oublie pas le nexus indispensable entre climat, biodiversité, alimentation, santé, avec cette stratégie One Health que nous avons conçue au cœur de la pandémie. Et nous aurons l'occasion d'organiser cette année un sommet en la matière qui permettra là aussi de remobiliser tous les instruments en la matière ces dernières années au service de ce multilatéralisme efficace. Et donc il faudra redoubler d'engagement sur santé et alimentation à un moment donné où cet agenda peut être fragilisé par la conflictualité sino-américaine et un probable retrait américain. Le troisième théâtre de combat, ce sera celui de la réforme de l'architecture financière internationale. Là-dessus, le risque qui est le nôtre est simple, c'est une fragmentation du monde dans lequel nous vivons. On est habitué depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à un monde avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Celui-ci est progressivement devenu caduc. Il faut être là aussi lucide, parce que ces règles d'investissement et de représentativité n'ont pas pris en compte les grands émergents, et parce qu'il y a une stratégie chinoise de contournement de cet ordre international. Il y a ensuite
une tension qui existe avec ce double standard qui est nourri par les deux grandes crises, ukrainienne et proche-orientale, et un narratif qui est utilisé par certains qui consiste à dire qu'un Sud global devrait se séparer en quelque sorte de cette organisation internationale par trop occidentale. Le défi qui est le nôtre est véritablement de bâtir des règles plus justes, respectueuses et efficaces, mais de consolider un ordre mondial financier international. Cette réforme, nous en avons posé les bases au sommet pour le financement africain en 2021 et au sommet que nous avons fait à l'été 2023 sur le nouveau financement international. Il a permis de bâtir le 4P, ce pacte de Paris pour les peuples de la planète qui a été rejoint par une soixantaine de pays à travers le monde. D'abord, je veux qu'on continue cet effort pour qu'on puisse rejoindre le 4P. Et ensuite, on va scander les prochains mois par des initiatives concrètes. Que dit ce pacte de manière très simple? Premièrement, il ne faut pas avoir à choisir entre la question du développement des opportunités économiques et la lutte contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité. C'est-à-dire pas de leçons à donner et on n'a pas à dire aux gens renoncez à votre croissance pour le climat dans beaucoup de pays du Sud. Deuxièmement, le chemin doit être choisi par chaque pays. Fini les grandes règles où tout le monde est habillé, si je puis dire, avec le même modèle décidé ou à Bruxelles ou à Washington ou ailleurs. Stratégie nationale, c'est ce qui préside à nos fameux JETP ou autres. Troisièmement, choc concessionnel public. Et donc on doit beaucoup mieux mobiliser nos finances communes par des réinvestissements pour les pays qui le peuvent, par la mutualisation et le meilleur travail de nos banques. C'est ce qu'on a fait avec la finance en commun, qui met en réseau la mobilisation de l'AFD et de l'ensemble de ses partenaires à travers le monde, toutes les banques de développement, les banques multilatérales et les banques régionales, et à travers ça, de donc davantage aussi mobiliser le bilan de la Banque mondiale et du FMI. Et quatrième point, plus d'argent privé, effet de levier. Ces 4 règles ont commencé d'ailleurs à percoler, puisqu'il y a une transformation qui est en cours au FMI et à la Banque mondiale. C'est celles qui nous ont conduits à proposer, puis à réussir, l'émission de droits de tirage spéciaux au FMI, puis la réallocation de plus de 100 milliards vers les pays les plus pauvres dans le continent africain. On doit poursuivre cet agenda. En donnant plus de place aux émergents, en changeant la gouvernance, l'ambition, mais l'agenda 4P est plus valide que jamais. Et donc 2025 doit être un agenda où on a plus d'adhésions, et je vous demande dans chacun de vos pays d'aller chercher les adhésions de pays à celui-ci, où on réalise des transformations conformément au plan de route, et où on prépare aussi ce que je veux parachever lors du G7 que la France aura organisé en 2026, qui est vraiment de mettre en place ce nouvel ordre international. À cet égard, nous reviendrons plus précisément sur ces investissements dans le cadre du Conseil présidentiel du développement qui se tiendra en mars prochain. Et puis le dernier point, c'est la défense de la démocratie et de l'universalisme. Je le disais, un quart de siècle s'est écoulé et a détruit beaucoup d'illusions. Il y a un quart de siècle, on nous disait que la démocratie était une construction politique qui n'avait vocation qu'à s'étendre, que c'était la fin de l'histoire pour certains et que tout irait de mieux en mieux. Le réveil a été dur, il n'a pas commencé cette année, mais je ne voudrais pas que nous soyons, à un quart de siècle après, touchés par le syndrome inverse. C'est-à-dire que quand j'entends beaucoup, on n'ose plus quasiment défendre l'état de droit, la démocratie, ce ne serait plus à la mode, et il y a une espèce de fascination mortifère pour l'international des réactionnaires. Alors ils sont très forts, ils ont de l'argent, et il y a une espèce, en effet, d'accélération réactionnaire, pour citer un article récent, qui est assez bien vu, mais qui met ensemble des grands intérêts financiers privés, et au fond, ce qui est le résultat de quelque chose qui est vrai, c'est que nos démocraties libérales n'ont pas été assez efficaces face aux défis des classes moyennes. Ça, c'est vrai. Et je me bats depuis des années pour cela, avec des succès et des échecs. Je suis lucide. Et on doit tous continuer à se battre. Mais ce n'est pas parce que la démocratie libérale n'est pas assez efficace face à la question migratoire, face à la question de l'économie, de sa simplification, face à telle ou telle question, que les démocraties libérales ou les régimes autoritaires seraient plus efficaces. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu le récit que certains seraient en train de construire. Tous ceux qui pensent que, par exemple, fini le changement climatique, si on veut de l'économie, il faut simplifier, on abandonne. Je vous disais, sinon on arrête le changement climatique, on dégrade notre balance commerciale. Pas bon. Nous, on ne produit pas de pétrole et de gaz. Pas bon pour nous du tout, ça. Ceux qui pensent que
l'indépendance des juges, l'indépendance des journalistes, l'indépendance du monde académique, c'est une entrave à l'efficacité des gouvernements. Faites un test simple. Qui a été le plus efficace pendant les pandémies? Les démocraties. C'était très dur, on s'en souvient. Tous les jours, il y avait des gens pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. C'était très fatigant, je peux témoigner. Mais c'est sain. Il y a des scientifiques reconnus par leurs pairs qui expliquent ce qu'est la science. Il y a des gens qui viennent contester ce que le gouvernement fait. Il y a des gens qui font devant le juge et parfois ils gagnent pour revenir sur des trucs que fait le gouvernement. Ça s'appelle une démocratie. La réalité, avec le recul sur les pandémies, c'est que les démocraties ont été plus efficaces que les régimes autoritaires. Dans les endroits où la science n'est plus libre, quand on a une pandémie, ça marche moins bien. Dans les endroits où il n'y a plus de presse libre, quand il y a un gros problème, ça marche moins bien. Je dis juste ça qui pourrait paraître une évidence, mais rappelons-le partout et tout le temps. Et donc nous devons bâtir un agenda volontariste de défense de la démocratie, de l'universalisme, de la séparation du pouvoir, des valeurs de la démocratie libérale et de ses principes fondamentaux. Égalité entre les femmes et les hommes, protection des minorités politiques, existence de contre-pouvoirs et d'infrastructures de l'information. Et ce n'est pas parce que parfois nous manquons d'efficacité pour régler les problèmes que nous devons renoncer à nos principes. Au contraire. Nous devons être beaucoup plus efficaces en défendant ces principes, parce que c'est bien pour ça qu'on se bat à la fin, et que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure n'aurait aucun sens. Si au fond, à la fin, on a envie de ressembler principiellement à la Russie, pourquoi considérer qu'aujourd'hui c'est un ennemi stratégique? C'est le grand paradoxe de cette internationale réactionnaire qui fascine tant de monde quand j'écoute nos ondes. Et en plus, allez les regarder de près, sur l'immigration, sur la Russie, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils pensent la même chose? Pas tout à fait, pour ne pas dire qu'ils pensent souvent le contraire. Donc cela aussi aura tout vécu. À cet égard, c'est pourquoi je vous demande d'avoir une diplomatie qui continue à soutenir la cause des femmes partout dans le monde, avec l'initiative Marianne que nous continuerons, mais toutes les actions qui sont menées par le réseau. Soutenir la démocratie avec les initiatives que nous avons pu conduire, par exemple en Afrique auprès du professeur Membe, l'essor de la nouvelle génération d'engagés pour la démocratie avec les Young Leaders africains, et que nous continuerons et démultiplierons, le soutien pour le partenariat information et démocratie de RSF à l'ONU, que nous devons continuer et amplifier, et nous allons passer à l'échelle européenne et internationale les états généraux de l'information qui, en France, donneront lieu à une loi, mais que nous devons défendre sur le plan international. Et en quelque sorte, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous ces gens, pendant des années, nous ont dit « il y a une pensée unique, c'est affreux ». Ouais, la pensée unique, c'était les trucs des démocrates libéraux. La pensée unique, c'est devenu la pensée réactionnaire. Ben c'est bien, on va se battre. Il y a un potentiel énorme. Et là où peut-être on s'était endormi en pensant que c'était acquis, on va se réveiller. Mais moi, je ne veux pas de la pensée unique réactionnaire, qui m'explique qu'en quelque sorte, renoncer aux valeurs des démocraties, au préambule de notre Constitution, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ce serait une bonne chose, une source d'avenir. Et donc, je demande au réseau de continuer d'être engagé auprès de tous les combattants de la liberté. En Géorgie, auprès de tous ceux qui se sont battus pour une élection, auprès de cette présidente courageuse et de ces manifestants, et en nous battant pour que les transparences soient faites, et si la sortie de crise doit être la réorganisation d'une élection pour le faire. Au Venezuela, où nous ne devons pas regarder avec complaisance ou défaitisme la date du 10 janvier comme une évidence, et où nous devons, là aussi, nous battre aux côtés de ceux qui œuvrent avec un immense courage pour le pluralisme et la démocratie, leur parler, et là aussi nous battre pour que des élections libres soient réorganisées, et le faire en lien avec tous nos partenaires de la région. Et nous battre auprès de tous les combattants de la liberté, professeurs, écrivains, journalistes, quand ils sont emprisonnés, quel que soit le régime et quels que soient nos intérêts. Nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Oui, la liberté, c'est la démocratie.
Et donc, nous devons continuer de les défendre partout, avec respect, parfois en le faisant porte close quand c'est plus efficace, avec force. Et la liberté, c'est aussi celle que nous continuerons de défendre pour tous nos compatriotes à travers le monde, nos otages, quand ils sont détenus, quelles que soient nos entreprises, et je me félicite de la libération de ceux que nous avons obtenus en fin d'année dernière. Et c'est aussi pour ça que nous continuerons à nous mobiliser pour la libération de nos otages, détenus aujourd'hui en Iran, de manière indigne et inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Protéger les Français, assurer notre prospérité, faire notre devoir, en quelque sorte, pour nous protéger des désordres du monde, telle est la ligne que je vous donne pour l'année qui s'ouvre, en vous réitérant tous mes vœux. La diplomatie ne vaut que si elle est l'armure des peuples qu'elle sert. Et vous aurez, faisant ce travail, à œuvrer pour tous nos compatriotes, d'où qu'ils viennent, où qu'ils habitent. Et j'ai essayé là, à la fois de donner des lignes claires, de vous donner aussi la scansion de notre agenda pour cette année, mais de le faire pour que aussi beaucoup de nos compatriotes aient clairement à l'esprit combien des enjeux du quotidien sont au cœur de notre action diplomatique et de ce que vous portez chaque jour. Et donc je veux vous remercier pour cela, pour le combat que vous menez, pour votre engagement, celle des vôtres à vos côtés et de l'ensemble de vos équipes, et remercier également l'ensemble des envoyés spéciaux et tous nos partenaires et les membres du gouvernement qui, je le sais, ont aussi à cœur de bâtir cet agenda. Vive la République et vive la France.